Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Wango et bienvenue dans votre émission Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, vous le savez, c'est cette plateforme qui regroupe différents jeunes d'esprit afin de débattre sur des thématiques liées à la jeunesse. L'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Gloire Bonza, est derrière les caméras, Darel Yav est derrière la baie vitrée, il est en train de nous réaliser. Watson Kitoa nous a programmé, Monsieur Kayo Kanoa nous a supervisé. Je ne serai pas seule sous ces plateaux, bien évidemment, je serai accompagnée de jeunes intellectuels de la ville de Kolwezi. Voilà, je vais déjà le présenter. Je vais commencer par ma droite, Monsieur Joe Kansang, vous êtes journaliste à Wango et jeune dynamique dans la ville de Kolwezi. Monsieur Malik, vous êtes politologue. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Monsieur Nansin, vous êtes positiviste. C'est quoi? C'est quoi positiviste en fait? Expliquez-nous, c'est quoi? En fait, le terme qui convient là-dessus, c'est positivisme. C'est un mouvement des jeunes qui militent qui prône en fait le positivisme qui est une façon de voir les choses de manière positive. En plus de ça, parmi les objectifs que nous sommes en train de poursuivre, il y a le bannissement des antivaleurs. Nous assurons également l'éveil de conscience de la jeunesse et même la promotion de cette tranche d'âge qui va bien sûr de 15 à 35 ans. Merci d'avoir accepté mon invitation. Monsieur Brunel, vous êtes journaliste politique. C'est où? Vous travaillez où? Dans quelle chaîne? Voilà, c'est à Live. Merci. Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet très important et intéressant à la fois. Ce sera l'avenir de jeunes face aux 5 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi. Pour en parler, il y a tous ces jeunes qui sont autour de moi, nous allons justement en parler. Je vais commencer par vous, Monsieur Malik, vous êtes politologue. Comment la jeunesse que vous êtes entrevoit l'avenir pendant les 5 ans de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup pour la parole. Je tiens d'entre DG à saluer mes co-débatteurs ici. En tant que politologue, il faudrait savoir parler en termes de données quantitatives. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de la jeunesse, aujourd'hui, il est très important que le pouvoir en place puisse travailler avec des jeunes. Mais il faudrait aussi comprendre quels sont les concepts des jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de confusions quant à cela. Aujourd'hui, on n'arrive pas à bien mettre ces concepts dans le vrai sens, dans la réalisation même de projets. Nous sommes en train de constater aujourd'hui, lorsque nous regardons la scène politique, lorsque nous regardons la classe politique, nous constatons qu'il y a des vieux qui n'arrivent pas à laisser la place aux jeunes. Mais il faudrait aussi savoir que ça ne serait pas un cadeau, c'est un combat que les jeunes doivent mener pour aussi occuper l'arène politique. Voilà, et Monsieur Joe Kansang, je vais vous poser la même question. Il y a eu élection, hein. Notre nouveau président s'appelle justement Félix Tshilombo. Et vous, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir pendant ces 5 ans? Merci beaucoup de la question, madame. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que répondre à cette question en ce moment, ça serait comme mettre la charrue devant les bœufs, dans le sens que le gouvernement n'est pas encore sorti et jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas exactement les angles, les axes majeurs sur lesquels l'actuel président va devoir fonder sa politique de gestion, et ce qui fait que à un moment donné, plusieurs personnes, plusieurs couches de la population ont des aspirations. Si vous demandez comment est-ce que les jeunes entrevoient leur avenir pendant cette période, nous ne pouvons nous exprimer qu'en termes d'aspiration. Nous aspirons à ce que pendant les 5 années à venir de l'actuel président, que la jeunesse ait sa place. Et cette place, non pas dans le discours, pas dans les papiers, pas dans des programmes non réalisables, mais en fait de manière concrète que la jeunesse se retrouve. Et cela est en fait à bien d'endroits, parce que je sais qu'il y a bien des gens qui disent que la jeunesse est l'avenir de demain, mais moi je crois que tout ce qui se fait avec le concours de la jeunesse au temps présent connaît toujours des avancées significatives. C'est pourquoi, au fait, pour répondre à la question, moi je crois que tout ce que nous pouvons
espérer en tant que jeune pendant ces 5 années, c'est que la jeunesse ait sa place et une place concrète. La jeunesse puisse avoir sa place et une place concrète. Est-ce que vous êtes du même avis, M. Nansin? Non, je suis du même avis que M. Joe, mais il y a en fait un petit point sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ce qu'il a relevé comme aspect. C'est très important quand il parle de l'aspiration, c'est vrai, mais lorsque nous voyons le discours du président, son Excellence Félix Tshisekedi, quand il a fait le programme d'urgence, bien sûr, de 100 jours, il a mis au centre la jeunesse. Il y a ce qui est vrai, un certain nombre d'activités, disons, de secteurs dans lesquels il va œuvrer, parmi lesquels on voit la jeunesse. Donc la jeunesse pour lui compte, la jeunesse représente beaucoup pour lui. La jeunesse, c'est un facteur de développement sur quoi il va beaucoup plus s'atteler pour pouvoir évidemment mener très bien la barque. Mais le plus important dans tout ça, il faudra également que la jeunesse aussi puisse reconnaître sa véritable place dans la société. Parce que le fait, c'est dire qu'on est jeune, on peut aussi participer, on peut aussi s'impliquer dans tout ce qui se passe en ce qui concerne la scène ou l'arène politique. C'est vrai de le dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut donner dans tout ça? Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter? Il faudra que la jeunesse soit consciente de la position qu'elle aimerait ou qu'elle souhaite ou qu'elle aspire évidemment occuper dans cette arène politique. Voilà, vous avez tout à l'heure évoqué les 100 jours de Félix Tshisekedi, justement. Qu'est-ce qui a été fait en rapport avec la jeunesse? Ce qui est vrai, il a tablé, il a axé, disons, son programme de 100 jours sur plusieurs secteurs, tels que je l'ai dit. Il y a le secteur infrastructurel, le secteur social, économique. Il y a également la jeunesse, mais ce qui est vrai, il est en train d'y aller mollo, parce que le pays, franchement, c'est trop vaste. En plus de ça, ici chez nous, il y a que quelques œuvres qui se manifestent, par exemple la réhabilitation de la route numéro... c'est la route d'Ilolo pratiquement qui est en train d'être réhabilitée. C'est déjà un point positif qu'on peut évidemment acclamer de ces côtés-là. Mais ce qui est vrai, c'est trop vaste. Il ne peut pas y aller d'un seul coup. Raison pour laquelle on essaie un peu de voir et de tirer des conclusions juste après ce programme de 100 jours. Voilà, Monsieur Brinel, est-ce que vous êtes optimiste par rapport au programme de Félix Tshisekedi, déjà les 100 jours de Félix Tshisekedi en rapport avec la jeunesse? Est-ce que ça vous donne confiance pour l'avenir? Voilà, merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer presque tout le monde autour de cette table et surtout merci de m'avoir associé à cet échange gravement juvénile, permettez que je le dise ainsi. Mais répondre affirmativement à votre question, ce serait pour moi suicidaire, voire même gravissime, parce que bien vous nous demandez des analyses et non d'une manière mécanique répondre bon, oui ou non ou affirmativement. Alors dans ce sens, nous pensons vraiment, d'après moi, je pense vraiment que la jeunesse actuelle, ou surtout la jeunesse de la République démocratique du Congo, nous savons que les différents régimes passés, les jeunes étaient beaucoup plus utilisés comme acolytes des acteurs politiques, mais voire également, vous pouvez constater nous allons y arriver. Certainement, parce que vous m'avez posé la question de confirmer, n'est-ce pas, ce qu'il a dit, ou soit de donner mon avis. C'est qu'il a fait. Est-ce que ça vous rassure pour l'avenir? Voilà, vous me demandez alors les 100 jours du chef de l'État. Je pense vraiment que c'était beaucoup plus sur la forme. Les fonds restent encore grands. Vous savez que jusque-là, les gouvernements n'est pas encore sortis. Et si les gouvernements sortaient, cette fois-là, nous allons voir de quelle manière statuer sur les fonds. Et jusque-là, c'est que, bon, d'après moi, je suis quand même optimiste dans ces contextes parce que nous savons toujours que tout changement est un avènement du bonheur. Et dans ce sens, je pense vraiment que les jeunes, cette fois-là, va être considérés dans ces mandats quinquennal du chef de l'État. C'est aussi un long mandat et nous voyons quand même les différents aspects qu'il est en train de faire ressortir jusqu'alors sont quand même rassurants. Voilà, et Monsieur Joe, je vous pose la même question. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes optimiste? Après les 100 jours, il a lancé son programme de 100 jours. Est-ce que la jeunesse a été vraiment le centre de... Est-ce que vous avez senti que la jeunesse est au centre de sa priorité? Et sans pour autant tomber dans le pessimisme, mais j'aimerais quand même rester objectif. Et d'abord, pour preuve, jusqu'à ce jour, le gouvernement de l'actuel président n'a
jamais donné le bilan de 100 jours. Or, c'était vraiment un rendez-vous très attendu par la population pour évaluer ce qui avait été fait. Parce que ces 100 jours, ce programme d'urgence de 100 jours était en fait le niveau qui devait tant soit peu essayer de rassurer la population. Pour peut-être essayer de donner ma main à ce qui a été dit par mes confrères, il y a une chose. Sur plusieurs chantiers, il y a eu des réalisations. Mais principalement, puisque nous parlons de la jeunesse, récemment, je voudrais rester jeune et parler en tant que tel. Je n'ai pas vu, moi personnellement... Est-ce que ça vous rassure pour l'avenir? Des actions positives qui ont été faites, qui cadrent spécialement avec la jeunesse. Et si vous me demandez si ça me rassure, je reviens à ce que j'avais dit au départ et je suis confiant en me ralliant à mon frère que chaque changement est, en fait, a un pourcentage en fait, d'un vent nouveau qui tend à venir. Alors par rapport à cela, c'est pourquoi au début je dis je ne peux répondre qu'en termes d'aspiration. Et si vous me demandez est-ce que je suis confiant, je dirais oui, mais en mettant ma main à couper pour dire je reste dans la peau de Thomas, je voudrais bien voir pour être sûr. Tant qu'en fait ce n'est qu'un programme et un discours, accorde-moi d'être un peu réservé, surtout que plusieurs personnes en fait disent au Congo ici ce ne sont pas les discours qui manquent ce ne sont pas les discours qui manquent, les beaux discours d'ailleurs, ce ne sont pas les beaux discours qui manquent, mais c'est plutôt leur applicabilité. Par rapport à cela, permettez que je sois un peu réservé quant à la question de savoir est-ce que je suis rassuré. Un peu moins rassuré. On peut dire non, tout simplement. Non, je suis un peu rassuré parce que je ne veux pas être vraiment pessimiste. Vraiment. Et Monsieur Malik, est-ce que vous pouvez réagir à tout ce que Monsieur Diokansan vient d'évoquer? Oui, merci. Je vais essayer un peu de réagir par rapport à tout ce que j'ai entendu sur le plateau. Il faudrait savoir que la politique, ce n'est pas un champ d'inspiration comme certains le disent ici, ou un champ d'imagination. C'est un champ de projet. Je pense que s'il faudrait analyser la politique du chef de l'État, il faudrait l'analyser par rapport à sa campagne électorale, ce qui est sûr. Parce que autour de la campagne électorale, nous avions senti qu'il y avait cette volonté politique. Et bien que si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir un gouvernement, les gens doivent les savoir. Et que c'est sur base d'un accord politique que nous aurons un gouvernement. Et après ces gouvernements, il faudra aussi savoir que le gouvernement, ce sera pour la première fois dans notre pays que nous avons un président de la République qui n'est pas de la même famille politique que son directeur de cabinet. Encore moins avec son premier ministre. Donc ce sont des phénomènes qu'on appelle phénomènes politiques qui sont créés, qui méritent d'être analysés pour essayer maintenant de comprendre quel sera l'avenir de la République démocratique du Congo dans les 5 prochaines avenirs. Et aussi, il y a un point que je tiens à relever ici. C'est sur mon co-débatteur, M. John, qui est juste à ma droite, qui a essayé de dire que tout changement pouvait amener les développements. Là, moi aussi, je m'inscris pas en faux, mais j'essaie un peu de remettre cette parole ici en doute. De quelle manière? Il faudrait savoir aujourd'hui que le changement que voulait la population congolaise, c'était nécessairement se débarrasser de l'ancien régime. Mais nous avons compris que l'ancien régime s'est métamorphosé. Aujourd'hui, on se retrouve... Justement, nous sommes en train de parler de la jeunesse. Il ne faudrait pas que nous puissions entrer vraiment dans la politique pure et dure. Là, notre problème, c'est la jeunesse. Est-ce que vous, jeunes, vous êtes confiants par rapport à l'avenir justement de jeunes dans ce pays? C'est très difficile de parler de la jeunesse parce que nous n'avons pas des données. Je vous ai dit ici tantôt que le dernier recensement dans notre pays s'est déroulé en 1984. Donc il y a déjà plus de 30 ans qu'il y a eu un recensement dans notre pays pour connaître que la jeunesse aujourd'hui, elle est
représentés, nous avons combien de pourcentages de jeunes qui ne travaillent pas ou qui sont au chômage ou qui travaillent. Donc c'est très difficile de pouvoir parler. Mais si on peut supposer, comme certains le font ici, si on peut supposer, aujourd'hui on pense que la jeunesse, même les gens qui ont 75 ans, qui ont 65 ans, ils se réclament aussi jeunes. Mais il est très important de savoir qu'il faudrait d'abord commencer par circonscrire ces termes-là, jeunesse, pour maintenant lui donner la forme. Bah, voilà, et je vais poser une autre question, Monsieur Nansan. Monsieur Nansan, quel est le rôle justement de la jeunesse dans les 5 ans à venir? Qu'est-ce que la jeunesse doit nécessairement faire pour aider justement le gouvernement à accomplir ses tâches? Ce qu'il faudra savoir, le processus de développement, c'est quelque chose qui implique tout le monde. En fait, j'aimerais pas parler seulement de la jeunesse, mais de tout le monde, dans le sens de dire que l'implication ou les efforts, la conjugaison des efforts émanant de toutes les parties, donc des vieux et des jeunes, sera d'une importance capitale dans ces 5 ans qui vont bien sûr s'observer par rapport au projet quinquennal de notre président, son Excellence Félix Tshisekedi. Et s'il faudra rentrer sur la jeunesse représente 60% de la masse de la population d'après les données démographiques. Donc on comprend directement que la jeunesse a un poids, donc pèse lourdement sur, peut peser lourdement sur le processus de développement par juste sa présence. En plus de ça, vous savez très bien que les jeunes sont frais, les jeunes sont vigoureux, les jeunes sont animés d'un esprit d'innovation, donc ils peuvent toujours apporter un plus très important qui pourra permettre à ce que les choses changent. Et actuellement, s'il faudra même parler d'un exemple très simple, actuellement, les choses évoluent sur base des données électroniques. En fait, le monde est électronisé et ce sont les jeunes en fait qui ont cette technologie-là. Et si l'on arrivait à mettre les jeunes à la table des décisions par rapport à tout ce qui se passe, moi je pense qu'ils pourront aussi apporter un petit plus pour relever le défi par rapport, bien sûr, au processus de développement de notre pays. Mettre la jeunesse à la table des décisions, M. Djokonsang, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée avec la jeunesse actuelle dans notre pays? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? En fait, les jeunes regorgent en eux beaucoup de potentialités pour propulser le développement d'un pays. Ça, c'est une évidence. Mais seulement, il y a une chose. Et répondant à la question d'abord que vous avez posée à mon frère, moi je crois que c'est que d'abord la jeunesse pourra faire pour peut-être aider ou accompagner l'actuel pouvoir, c'est qu'il faut d'abord que la jeunesse s'imprègne du programme du gouvernement du président. Ok, en fait, le programme de son gouvernement, si je peux ainsi dire, si je tords les vocabulaires, que le politologue ne me mette pas la corde au cou, et je pense que après s'être imprégné de ce programme, que la jeunesse s'en approprie, que la jeunesse puisse s'approprier ce programme et ensuite essayer de s'y intégrer. S'intégrer dans ce programme, l'accompagner et faire un suivi. J'ai aimé quelqu'un ici qui a dit que, en fait, les vieux ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. C'est pas parce que les jeunes sont irresponsables, justement. Bon, en fait, c'est parce que aussi les jeunes n'ont pas encore compris. Les jeunes attendent à ce qu'on leur donne. Mais moi, je crois que pour bien faire, il va falloir que le jeune s'effraie une place. Se frayer une place, ce n'est pas entrer en guerre contre la vieillesse, non, ou bien contre les vieux, mais essayer de faire quelque chose qui fera sentir que vous êtes là. Hein? Ne pas être de chauviniste, ne pas être des suiveurs aveugles, mais plutôt être de... Parce que la politique, permettez, la politique c'est un art. En tant qu'art, ça demande un certain niveau d'intellect. Alors en tant que tel, si la jeunesse actuelle essaye de comprendre c'est quoi le programme du gouvernement et essaie de s'approprier ce programme, s'intégrer dans le programme, l'accompagner et par-dessus tout faire un suivi.
par rapport à cela, je crois que certainement, cette jeunesse pourra bien accompagner ce gouvernement pendant les 5 années. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes doivent cesser de rêver. Rester cloué sur une chaise et attendre à ce qu'on vous cède une place, je crois que c'est encore une chimère. Voilà. Et Monsieur Brunel, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit laisser la place à la jeunesse? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui est-elle responsable pour qu'on puisse leur laisser la place dans le gouvernement ou dans les entreprises? Est-ce que vous pensez que la jeunesse est responsable? Voilà, merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, je voudrais demander quelque chose. Je demande une grâce dont je crains qu'on m'accorde, c'est de m'accorder aussi les minutes de parler parce que vous semblez m'interrompre à tout moment. D'accord. Voilà. Merci. Ma contribution est celle-ci plutôt. Je vais partir de l'histoire. Vous savez, je l'ai toujours dit, pour donner solution à un problème, l'on ne se fie pas aux conséquences, mais plutôt il faut attaquer les causes. Vous savez que les causes sont multiples aujourd'hui. Si vous demandez à un jeune de vous dire quelle serait sa place dans ce gouvernement, tout le monde attend un poste. Et bien, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vous savez bien que nous sommes dans une assiette où les politiques ont déjà inculqué dans les chefs des différents gènes le mensonge comme seul principe sacro-saint de gestion. Vous vous souviendrez qu'Antoine Gizenga avait promis, bon je parle de l'histoire, de donner des bourses aux étudiants à son temps. Si bien vous revenez aujourd'hui pour poser des questions à ces mêmes étudiants de cette époque, vous vous rendrez compte que c'était un mensonge à ciel ouvert. L'autre réalité, lorsque l'autre gouvernement qui y est venu après Gizenga, ce gouvernement avait promis la construction des 145 hôpitaux dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. L'au-delà de ça également, il y a la création d'emplois. Tout ceci, vous vous rendrez compte que c'est juste un mensonge. D'où les caractéristiques actuellement de l'homme politique congolais, c'est les mensonges. Et l'au-delà de ça, je pense vraiment que l'État, ce qui est vrai, l'État a la mission de créer ou de fabriquer la richesse. Est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ma question, Monsieur Brunel? Voilà. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui est-elle vraiment responsable pour justement qu'on puisse lui laisser la place, si je peux le dire ainsi? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui est responsable, oui ou non? La jeunesse, c'est dire qu'elle est responsable, c'est gravissime. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut attaquer les causes. Les causes sont multiples. Vous vous rendrez compte aujourd'hui que nous avons une jeunesse mal formée. Voilà. Mal formée. De quelle manière? Il y a un cas illustratif. Vous vous rendrez compte que la plupart des grands hommes, ce sont ceux qui ont étudié en dehors de la République démocratique du Congo, actuellement, surtout dans les secteurs politiques. Et l'au-delà de tout, ces jeunes qui est mal encadré dans son pays, l'on voudrait cette fois-là profiter ou soit prendre ces qualificatifs aussi mauvais qu'il est comme raison des manques de qualité, des capacités, en quelque sorte, je peux les dire ainsi. Vous allez certainement constater que lorsque l'on donne la charge à un jeune de gérer quelque part, il échoue toujours. Actuellement, c'est ça. Soit qu'il soit orienté par un biais. Et avec ça, lorsque nous parlons du rajeunissement, je pense vraiment que c'est juste des utopies. Voilà. Parce qu'actuellement, nous avons une jeunesse caractérisée par l'incompétence. Monsieur Brunel, je reviens à vous tout à l'heure. Je donne d'abord la parole à monsieur Malik. Je sens que vous êtes vraiment énervé. Et monsieur Malik, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment responsable? C'est vrai que la jeunesse ne trouve pas d'emploi, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle est vraiment responsable? Est-ce que ça en vaut la peine de lui donner des responsabilités dans ce nouveau gouvernement? Merci beaucoup pour la parole accordée. J'aimerais d'abord entrer essayer un peu de dire ici, nous sommes en train de parler nous ne devons pas aller au-delà du sujet, nous sommes en train de parler de l'implication de la jeunesse dans ces quinquennats ici. Je commencerai d'abord, si vous me permettez, par contredire, pas contredire, mais essayer un peu d'ajouter à ce que mon frère John a dit tout à l'heure ici. La politique, ce n'est pas seulement l'art. La politique, c'est aussi la science. C'est une science où nous avons eu le temps de l'étudier. Nous ne sommes pas réveillés un matin comme ça et on devient politicien. On ne peut pas se réveiller un matin et devenir politologue. C'est une science. Et la politique n'est pas seulement un art, c'est aussi une science. Raison pour laquelle nous sommes en train de voir qu'il y a des amateurs, qu'il y a c'est que, si vous pouvez me permettre par les termes, des prostituées politiques qui viennent tout simplement s'enrichir en politique. Et ne pas oublier que
Je vais répondre tout à l'heure. Répondez d'abord à ma question, oui. monsieur. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est en train de participer de loin à ces gouvernements. Je vais essayer un peu de les dire par quelques exemples. Nous constatons que la jeunesse, elle est bafouée. La jeunesse, elle est laissée à son triste sort. Imaginez, je suis, hormis d'être politologue, je suis aussi enseignant. Donc, que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles où je suis en train de prester, nous constatons que les jeunes vivent dans l'illusion que tout peut tomber du ciel. Et il faudrait aussi rappeler que le rôle des universités, ce n'est pas former des demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emploi. C'est très important. Et si tu veux être un créateur d'emploi, c'est-à-dire, tu dois aussi te dépasser de la formation que tu es en train de recevoir. Tu as aussi le temps de pouvoir te préparer. Et quelqu'un qui s'est déjà préparé pour son avenir n'attendra jamais un poste comme un cadeau. Il va se battre partant de ses compétences. Et les jeunes, s'ils doivent réellement participer dans la gestion de la République, ils doivent comprendre que cet effort-là, ce ne serait pas un cadeau. Parce que d'ailleurs, je me méfie de tous ceux qui reçoivent des cadeaux tombés du ciel, comme le pouvoir politique. Et la question de savoir si la jeunesse d'aujourd'hui est responsable ou non. La jeunesse d'aujourd'hui, pour dire qu'elle est responsable, il faudrait voir comment elle est en train de participer lorsqu'il y a des manifestations politiques et chacun pourra donner sa propre réponse. Mais si tout cela dépendait que de moi, la jeunesse doit être formée. Elle doit être... il doit y avoir des valeurs qu'on doit l'inculquer pour la gestion de ces pays. Monsieur Joe, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vraiment prioritaire que la jeunesse puisse intégrer la politique ou la jeunesse puisse s'impliquer dans la politique? Je suis de cet avis. D'ailleurs, je soutiens fortement cette pensée-là parce qu'il y a un problème. Et vous savez, la gérontocratie n'aide pas notre pays à aller de l'avant. Et le pouvoir des vieux. Et à un moment donné, le mal, mon confrère, il n'a pas vraiment voulu, c'est pas s'il n'a pas voulu que peut-être ça échappé, répondre à la question que vous avez posée, sur laquelle vous êtes revenu plusieurs fois. Mais moi, je soutiens que notre jeunesse est responsable. Mais cette jeunesse est en train de pécher, selon que mon frère était en train de dire tantôt là, en imitant les vieux, en essayant en fait de s'approprier les mauvaises formations. Il a dit, ils sont devenus autant menteurs que leurs prédécesseurs. C'est ça qui est mal. Mais savoir si la jeunesse aujourd'hui devra-t-elle vraiment s'impliquer dans la politique, moi je dis oui, elle doit. Mais seulement cette jeunesse doit comprendre. Vous savez, à ce jour, quand vous prenez les jeunes aujourd'hui, vous les réunissez comme vous nous avez réunis là pour parler de la politique. Quand un jeune parle, excusez-moi, quand il est d'une famille politique quelconque, vous l'entendez reprendre mot à mot les mensonges de son fondateur ou de, comment est-ce qu'on les appelle encore, l'autorité morale de son parti politique. C'est qu'au fait, des mêmes mensonges, il le dit, il le répète comme s'il les avait mémorisés comme une récitation. Par moment, il n'a pas de preuves, il ne sait même pas comprendre ce qu'il dit, mais il vous répète des histoires et vraiment, c'est ça qui est mal. Mais est-ce que la jeunesse devra-t-elle vraiment faire de la politique? Moi, j'ai dit oui. Mais cette jeunesse doit être formée. Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse aujourd'hui, c'est un peu comme le marche-pied de politique? C'est exact. Et ça, je le soutiens à bras le corps. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Regardez aujourd'hui, on dit il y aura marche. On dit qu'il faut revendiquer ceci. On dit qu'il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Ceux-là qui donnent les mots d'ordre, ils restent dans des bureaux climatisés. Ils vivent aux États-Unis, en Amérique, en Europe ou ailleurs. Eux, ils disent et ils envoient la jeunesse intellectuelle. Elle se comporte comme une jeunesse délinquante. Et finalement, ce sont eux qui vont là-bas, qui revendiquent. Aujourd'hui, la jeunesse est devenue exactement comme vous l'avez dit. Permettez que je puisse emprunter votre terme, le marchepied des politiques. Ce n'est pas de cette jeunesse dont on veut dans la politique. On veut des jeunes idéologues, des jeunes qui défendent des principes qu'ils comprennent. Pas des suiveurs. Qui n'ont ni argument, ni position, ni opinion, s'il vous plaît. On a quand même besoin des jeunes qui avancent des idées constructives, qui peuvent prendre, je ne sais pas, l'idéologie de son parti, il le défend
à corps et à cri au point de... Vous savez, aujourd'hui, quand on dit qu'on ne sait pas laisser la place à la jeunesse, c'est quoi? C'est parce que vous avez une autorité morale d'un parti. Il y a un problème, il envoie un jeune. Un jeune qui arrive là-bas, il reprend mot à mot tout ce que lui avait dit son autorité. Et quand on lui pose une question qui va à l'encontre de... Donc, qui n'a pas figuré sur ce qui lui avait été dit, il commence à tournoyer la langue et finalement il manque d'arguments. Voilà, moi je crois que la jeunesse est appelée vraiment à s'intégrer dans la politique, à faire de la politique. Il y a un dicton qui dit ceci: si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. La jeunesse n'a pas droit de rester en marge. Elle devra faire de la politique, mais elle doit apprendre à faire de la politique digne, pas de la politique de chauviniste. Voilà, et c'est une question que je vais poser un peu à tout le monde ici. Monsieur Nansan, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Joe? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important que la jeunesse puisse intégrer la politique? Est-ce vraiment important, nécessaire aujourd'hui? Oui, c'est important, je l'ai dit même d'entrée des jeux, c'est important que l'on puisse donner de la place dans cette arène politique à la jeunesse, parce que elle a aussi quelque chose à apporter à la société. Vous savez, la jeunesse, c'est une catégorie, bien sûr, une tranche d'âge, tel que je l'ai dit au début, qui va de 15 à 35 ans. Ça n'engage que moi. Il y a plusieurs définitions par rapport à ça. Mais moi, je la vois en fait dans ces sens-là. Pourquoi? Parce que quand je vois cette tranche d'âge, je vois des gens qui sont animés par un esprit frais, qui sont animés par l'esprit de changement, qui sont animés par l'esprit d'innovation et tout le reste. Donc, c'est très important de leur accorder aussi une chance. Malheureusement, ça n'arrive pas toujours ici chez nous. On n'accorde pas la chance, on ne donne pas cette chance-là à la jeunesse de s'exprimer, de pouvoir aussi faire quelque chose. Et aussi, il y a un autre problème très important, je crois. La plupart de mes co-débatteurs l'ont soulevé, c'est un problème de modèle. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de référence dans la vie, vous êtes en fait voué à un échec certain. La jeunesse aujourd'hui n'a pas de référence. Je dirais même que ça soit en politique, que ça soit même au fait par rapport à d'autres aspects. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça que... C'est un problème de modèle et c'est très sérieux. C'est un problème de modèle. Lorsqu'on n'a pas de modèle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc plus que la jeunesse, c'est vrai, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la vigueur et tout le reste, mais il y a aussi un problème d'immaturité qui s'observe. La jeunesse doit être formée, la jeunesse doit avoir des références pour suivre ça, des repères en fait. Par rapport à la politique, s'il y a des gens qui se sont bien en fait, comment je vais dire, qui ont marqué la politique de la RDC, si ces gens-là pouvaient réellement exister sans pour autant en fait rentrer trop dans l'histoire, si ces gens-là pouvaient réellement exister, en plus de ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en politique, lorsqu'on voit la politique, on voit un monde bourré d'hypocrites, on voit un monde des compromissions. C'est comme qui dirait au fait, quelqu'un quand il part en politique, c'est avec l'objectif de s'enrichir tout simplement, de se remplir les poches. Et avec ça, qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse devienne? La jeunesse aussi pourra, c'est vrai, s'investir là-dedans, mais avec quel objectif? Je l'ai dit au début, c'est quoi l'objectif avec lequel la jeunesse doit bien sûr s'impliquer là-dedans? L'objectif de s'enrichir ou de participer à quelque chose de plus grand que vous voyez. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et Monsieur Brunel, quel est votre point de vue par rapport à cette question? Est-ce que la jeunesse doit-elle s'impliquer dans la politique? Voilà, Monsieur Nansan venez de dire ici qu'est-ce que vous voulez. Voilà, c'est une question par manque de modèle. Ce qui me permet de répondre négativement à cette question, c'est qui ne m'engage que moi. Vous savez qu'aujourd'hui, contribuer à l'épanouissement ou à l'émergence de son pays, c'est pas seulement s'intégrer dans la politique, mais c'est aussi ça donner même à l'entrepreneuriat. Vous savez que dans ces secteurs, c'est seul le pouvoir central ou soit le pouvoir politique dans ces sens qui doit accompagner, ou l'État en soi qui doit accompagner la jeunesse dans ces secteurs. Il y a tout le monde qui pense actuellement qui pour contribuer à l'émergence de son pays, il faut intégrer la politique. C'est que je contredis toujours. Je suis pas politologue. Je sais au moins que depuis le 5e siècle, il est dit à Platon, Platon lui-même a dit que laissez la politique aux initiés. Lorsque vous faites une politique mal placée, que vous maîtrisez mal, voilà des retombées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une histoire aussi que si vous ne vous occupez pas de la politique
la politique vous occupe pas Je ne pense pas de quelle manière est-ce que vous comprenez cela, mais je sais au moins qu'il faut laisser la politique aux initiés, parce que la politique, dans ces contextes, moi je comprends la politique comme la gestion de la chose publique. Et lorsque vous n'avez aucune intelligence, je vois vraiment que c'est juste une pétrification d'indignation que vous allez rendre à la portée de tout le monde. Et l'au-delà de ça, je pense vraiment que le gouvernement doit être les premiers à accompagner cette classe juvénile. Dans quel sens? Vous allez constater qu'il suffit tout simplement d'avoir même une petite boutique. C'est une façon de contribuer à l'émergence de son pays. Mais l'au-delà de ça, c'est les gouvernements qui doivent accompagner, ou l'État en soi qui doit accompagner la classe juvénile. Actuellement, c'est vraiment une bêtise. Ça psychote presque tout le monde. Il vous suffit tout simplement d'avoir une petite boutique. Il y a des taxes, les impôts qui tombent comme si nous étions dans un État où seuls les plus forts règnent sur les plus faibles. Je pense vraiment que c'est juste la reprise de la conscience. Nous sommes dans un secteur vraiment maudit. Dans quel sens? Parce que... C'est pas très fort comme mot? Non, ça ne m'engage que moi. Je n'ai identifié personne. J'ai dit maudit de quelle manière? Lorsque nous ne compatissons pas lorsque nous ne compatissons pas, lorsque nous ne sommes pas sensibles à ce que les autres sont en train de traverser comme mode de vie, je pense vraiment que c'est grave. Lorsque vous dites, excusez, je ne monopolise pas la parole, ce n'est pas s'attaquer à quelqu'un, c'est ça les mal. Je pense vraiment que nous sommes dans un état des droits. Lorsque vous déplacez des mots, il y a les services de renseignement qui vont tomber sur vous. Et c'est de cette manière que les mêmes services de renseignement doivent commencer à identifier les responsables pour voir comment accompagner les chefs de l'État dans sa vision. Vous savez qu'il a un principe, les peuples d'abord, ça dit trop, les peuples d'abord. Les peuples, je sais au moins qu'il y a un contexte légal qui spécialise tout simplement les gènes. Tout le monde est au même pied d'égalité. C'est de cette manière que nous devons tous gérer ensemble. Lorsqu'il y a des égoïstes qui sont là et qui veulent s'éterniser et ne veulent jamais céder pour opportuniser ou soit faciliter aux gènes également l'épanouissement, je pense vraiment que c'est un enclenchement d'un danger, et ces dangers doivent être confrontés, et qui doit les confronter? C'est nous qui sommes jeunes. Justement, M. Brunel, il nous reste pratiquement 5 minutes avant que cette émission se termine. Malheureusement, vous savez, c'est un sujet vraiment très vaste. Nous aurons le temps d'y revenir. Je vous pose la même question, M. Malik. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, la jeunesse doit nécessairement s'impliquer dans la politique? Bon, effectivement, la jeunesse doit s'impliquer dans la politique. Je vais essayer un peu de nuancer ce que mon co-débatteur Brunel avait dit tout à l'heure ici. Lorsque nous disons laisser la politique aux initiés, c'est en termes de gestion. Mais nous devons tous participer à cet édifice qui est notre État. C'est aussi la politique qui est l'un des moyens qui nous permet à ce que nous puissions participer. Lorsque mon co-débatteur Narcin a dit tout à l'heure ici que si vous voyez les gens partent en politique juste pour s'enrichir, là je tiens aussi à l'appuyer par un président américain qui disait, Nixon, qui disait que si vous voyez un riche en politique, c'est que c'est un malhonnête. Et quelque part où mon co-débatteur John, qui est à ma droite, a essayé de, lorsque vous lui avez posé la question si la jeunesse est-elle manipulée ou pas, il a dit que la jeunesse n'était pas manipulée, mais dans son argument, il a affirmé le contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Non, il a dit, si j'ai bien entendu, il a bien dit que la jeunesse était vraiment manipulée. Non. Bon, en fait, peut-être que je l'ai mal suivi, je m'en excuse, mais c'est ce que j'ai entendu, j'essaie un peu de mettre les paroles dans ma bouche. Mais ce qui est plus important dans notre pays, c'est que la jeunesse doit savoir que la politique, nous devons vraiment... C'est vraiment très important que nous puissions suivre, comme nous avons l'habitude de suivre les matchs, comme nous avons l'habitude de suivre les films nigérians. Nous devons aussi avoir l'habitude de suivre les journaux. Nous devons aussi avoir l'habitude de suivre les informations pour que nous puissions commencer à suivre pas à pas la politique, comment elle évolue. Parce que si la politique, vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous. C'est lorsque vous ne suivez pas le marche de la politique. C'est lorsque vous ne suivez pas cette arène politique qui essaye de de décisions qui va essayer de développer tout le monde dans la société. Et Monsieur Narcin, selon vous, qu'est-ce qui est, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, qu'est-ce qui est prioritaire pour l'instant dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, à ce qui concerne bien évidemment la jeunesse? Ce qui est prioritaire pour le président Tshisekedi, dans le cadre de la jeunesse. Dans le cadre de la jeunesse, je pense que c'est l'éducation. En plus de ça, je l'appuie parce que dans son programme, l'éducation aussi figure sur les secteurs dans lesquels il va œuvrer.
le secteur éducationnel est en crise actuellement. C'est très important de beaucoup plus s'impliquer là-dedans parce que c'est ce qui va même être le socle du développement. On ne peut pas avoir un pays qui se développe sans pour autant avoir des hommes instruits. Lorsque l'instruction manque, les gens vont évoluer dans le noir et le noir désigne l'ignorance. Et lorsqu'on évolue dans l'ignorance, c'est au fait le désastre qui s'observe. Voilà, vous avez 30 secondes. Voilà, d'une seule chose que la jeunesse doit se débarrasser, c'est de l'ignorance, c'est de l'ignorance seule. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire que toutes ces promesses faites par les hommes politiques à l'endroit des jeunes, en tout cas, doit être cette fois-là revues. De quelle manière vous vous souviendrez que en 2018, il y avait recrutement dans la fonction publique. Jusque-là, aucune suite. Merci, c'est un mensonge que nous devons dénoncer à tout moment. Et au-delà de ça, nous pensons vraiment qu'il faut que les hommes politiques puissent changer. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous donner, Monsieur Malik, 30 secondes, s'il vous plaît, respectez le temps. 30 secondes. Selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. En 30 secondes, c'est très difficile de dire le problème du Congo, mais j'appelle la jeunesse à s'occuper de la politique. Et vous, Monsieur Joe? Ok, le président, il évoque un problème d'un état de droit. Je crois que l'état de droit résout toutes les questions de la nation, y compris celle de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir accepté mon invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission le samedi en rediffusion, mais aussi sur notre site le www.wangu.info. Au revoir. On s'y salue.